Tiens, vous êtes là? Alors, c'est moi on qu'on devrait entend, pouvoir- c'est ça? Alors, pour le moment, nous, on ne vous voit pas encore, mais Ah. on vous entend. Ah, voilà. Voilà, bah, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je m'appelle Donatella, je suis une des infirmières au bloc opératoire ici en ophtalmologie. Enchantée. Enchantée. Voilà, tout d'abord, je voulais quand même vous dire que ce microphone est une idée tout à fait improvisée de Monsieur Jamard, qui est un des techniciens piliers de ce festival. Mais finalement, j'ai accepté parce que je trouvais que c'était une très bonne idée d'aussi montrer un autre volet qu'on ne montre jamais dans ce festival, à savoir tout le travail de l'équipe infirmière, qui est, comme vous pouvez imaginer, essentiel, comme toutes les autres fonctions qu'il y a ici au bloc opératoire. Et on s'est dit que l'année prochaine, c'était bien de montrer aussi cet aspect-là, parce qu'il n'y a pas que les interventions au bloc opératoire, enfin dans la salle même, il y a aussi tout ce qui est derrière, toutes les préparations derrière, la préparation des tables, du matériel, etc. C'est un travail très exigeant, très technique, et pour la plupart d'entre nous, on le fait de manière très passionnée. On vous remercie d'être la porte-parole des infirmières aujourd'hui, parce que c'est un métier où on a discuté avec le directeur de nursing, Eric Macleux, tout à l'heure, et de votre rôle essentiel. Et donc, on a essayé tout au long de ce plateau aussi de dire que finalement, c'était un travail de toute une équipe. Et donc, quel est le rôle d'une infirmière au bloc opératoire selon l'infirmière, du coup? Alors, ça dépend un petit peu des institutions, mais ici au CHU, nous sommes ce qu'on dit. Tu veux bien faire tourner, s'il te plaît? Nous sommes ce qu'on dit sectorisés, c'est-à-dire que chacun de nous a un service qui lui est spécifique. Même si on peut de temps en temps aller travailler dans d'autres services, nous en avons un auquel nous sommes attribués et pour lequel on apprend aussi l'instrumentation et pour lesquels nous sommes aussi notamment de garde lorsqu'il y a des urgences. Alors ça aussi, au niveau vraiment des fonctions de l'infirmière au bloc opératoire, ça dépend aussi un petit peu de l'hôpital. Ici, on peut avoir les deux rôles. Le premier rôle est celui qu'on appelle l'infirmière circulante, qui est l'infirmière qui est à l'extérieur, si vous voulez, ce qu'on appelle le carré du champ opératoire, et qui est l'infirmière qui aide à l'anesthésie du patient, qui passe le matériel au chirurgien et à l'infirmière instrumentiste, et qui n'est pas préparée stérilement comme moi, notamment aujourd'hui. Et puis le deuxième rôle, lorsque c'est nécessaire, ici dans notre service en ophtalmologie, c'est pratiquement toujours le cas, on instrumente le chirurgien, c'est-à-dire qu'on jette, comme nous on dit ça dans le jargon, le matériel sur la table, on prépare la table et puis on instrumente le chirurgien, c'est-à-dire qu'on lui donne les instruments qui lui sont nécessaires pour réaliser son intervention. Et est-ce que vous anticipez les gestes du chirurgien ou est-ce que le chirurgien doit demander ses instruments? En principe, lorsqu'on commence à avoir une certaine expérience et à connaître les différentes procédures, bien sûr, on anticipe. Ça, c'est l'idéal, qu'ils ne doivent pas toujours demander l'instrument. Ici, c'est d'autant plus vrai parce que nos chirurgiens travaillent sous microscope. Il faut un petit peu l'avoir vécu pour le comprendre, mais on est très vite dérangé par tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, c'est quelque chose d'un petit peu gênant pour lui de chaque fois enlever son regard des oculaires pour regarder sur le côté, etc. Donc, en principe, oui. Une bonne instrumentiste est censée bien anticiper les gestes du chirurgien, ce qui veut dire également connaître les étapes de l'intervention, évidemment. Et donc, je suppose que ça demande quand même du temps pour apprendre à instrumenter correctement une intervention? Tout à fait. Maintenant, chacun un petit peu... comme on dit, sa propre courbe d'apprentissage. Mais voilà, on estime en moyenne qu'on prend 6 mois environ pour bien apprendre déjà à circuler pour toutes les interventions, savoir où tout le matériel se trouve, pouvoir anticiper en cas de problème. Et puis, on va par étapes en fonction
un petit peu des apprentissages, des acquisitions, j'ai envie de dire, des connaissances de chacun. Alors on passe à l'instrumentation, commençant par des trucs un peu plus basiques, et puis au fur et à mesure, alors on augmente un petit peu le niveau. Et donc ça veut dire qu'on ne vous retrouve qu'essentiellement dans des salles d'ophtalmologie, enfin en chirurgie, en ophtalmologie. Pour ma part, oui. Comme je vous ai dit, ici nous sommes sectorisés, c'est-à-dire que chaque infirmière a son propre service. Alors en fonction des nécessités, ce qui au passage arrive quand même régulièrement, on peut alors se trouver dans d'autres disciplines, mais on instrumente et on ne fait que les gardes, c'est-à-dire les urgences. On peut retourner chez nous et revenir s'il y a une urgence que dans la discipline à laquelle on est attribué. Alors ici, moi, je suis en ophtalmologie, on travaille pratiquement toujours avec une machine que le chirurgien utilise, mais dont l'infirmière est responsable. Donc c'est elle qui monte, elle ou lui, hein, Thomas. C'est l'équipe infirmière, oui, qui gère la machine, qui la monte, qui fait toute une série de tests pour voir si elle fonctionne correctement avant chaque chirurgien, chez nous, évidemment. Et donc ce n'est pas que connaître des instruments, c'est aussi pouvoir utiliser un certain nombre de machines. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, ça dépend vraiment de chaque discipline. Encore une fois, chez nous, il y a pratiquement toujours une machine entre le chirurgien et le patient, et l'infirmière ou l'infirmier qui est au milieu et qui la gère alors. Et vous disiez que c'était assez sectorisé. Comment est-ce qu'on choisit finalement son secteur? C'est parce qu'on a une affinité avec un chirurgien, parce qu'on a une affinité avec une discipline? Je pense que c'est plutôt je crois. Peut-être que mes collègues ils pourraient aussi avoir des choses intéressantes à dire à ce sujet, mais je crois que la plupart du temps, c'est quand même par affinité. Par rapport à une discipline. Et puis, lorsqu'on postule, voilà, on essaye. Mais des fois, ce n'est pas toujours possible, évidemment, parce qu'il n'y a peut-être pas alors de place à ce moment-là dans le service où on voudrait aller. Voilà, ça dépend aussi un petit peu. Moi, quand j'ai signé mon contrat ici, j'avais absolument pas signé pour l'ophtalmologie. D'ailleurs, je n'ai pas osé dire à mon entretien que je ne voulais pas aller dans le service d'ophtalmologie. Et puis finalement, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée avec le temps. Donc, comme quoi, des fois, on peut aussi avoir des bonnes surprises avec des choses qu'on n'avait peut-être pas choisies auparavant. Voilà. Et donc, pas de regrets? Pas de regrets, non. Non, non, non. Alors, on a parlé tout à l'heure, notamment avec Eric Maclot, qu'il y avait quand même une pénurie dans les infirmiers et infirmières aujourd'hui. Allez, si vous deviez essayer de motiver des gens à faire le même métier que vous diriez quoi? Écoutez, je ne sais pas ce que M. Maclot a dit à ce sujet parce que je ne l'ai pas entendu. J'ai juste vu rigoler quelques fois, mais je suis très curieuse de savoir ce qu'il a fait sourire comme ça pendant l'interview. Je dirais, en tout cas, en ce qui concerne notre équipe ici, ce qui est sûr, c'est que nous sommes passionnés par notre travail, mais les conditions commencent à être des fois vraiment très, très difficiles. Voilà. Alors, c'est des choses effectivement qu'il nous a dit. Si vous voulez savoir ce qui l'a fait rire, c'est plutôt mon vocabulaire, parce qu'à la place de dire une infirmière circulante, j'ai dit une infirmière volante. Ah oui, oui, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose, effectivement. Voilà. Ouais. Et donc, le problème de terme l'a fait sourire. Et donc, ce n'est que de ma faute s'il a souri. Et sinon, effectivement, son discours était plutôt de dire qu'aujourd'hui, on manque effectivement d'infirmiers, mais qu'il fallait avoir aussi envie d'être au bloc opératoire, et que ce n'était pas à la portée de tout le monde, qu'il fallait d'abord avoir envie. C'est vrai que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un travail exigeant, technique. On est toujours dans les 2-3 mêmes pièces, tout le temps, avec les mêmes gens, toujours les uns sur les autres. Et voilà, c'est vrai, il faut aimer la technicité, l'exigence, la rigueur. Et voilà, maintenant, pour motiver des futurs collègues,
C'est un travail magnifique. Maintenant, encore une fois, mais voilà, c'est les conditions qui commencent à devenir difficiles parce que pas assez de gens, parce que, comme vous savez, on réclame une compensation différente qui soit peut-être un peu plus à la hauteur de nos responsabilités. Et Voilà. ça, c'est des choses aussi qui ont été dites pendant notre émission cet après-midi. doute pas. Donc, on a évoqué ces différents aspects. Évidemment, on ne peut pas révolutionner tout le système en une émission TV, hein, mais c'est des choses qui ont été effectivement évoquées par nos intervenants cet après-midi. Ouais, je n'en doute pas. Et donc, on a essayé aussi, à notre échelle, de mettre en lumière le travail des infirmiers et des infirmières. C'est très bien. Voilà, ici... Alors là, vous avez un collègue avec vous. J'ai plusieurs collègues avec moi. Mais on en voit un en face de vous pour le moment. Un en face de moi. C'est le docteur Rakik. Pas le professeur Rakik, c'est le docteur Rakik. Oui, il y a un lien de parenté. C'est Natacha qui est assistante en ophtalmologie et qui est en train de préparer avec moi alors le patient pour le professeur Van Koenberg qui va alors faire, comme vous savez, de nouveau une chirurgie de la cataracte. Et après, c'est le professeur Rakik qui interviendra alors pour une chirurgie de la rétine. Et vous êtes combien actuellement dans la salle? Dans la salle, il y a le professeur Van Koenberg, il y a Marie et Claude qui sont nos anesthésistes. Nous avons Sébastien et Pierre, les techniciens. Et nous avons Thomas et Sophie qui font aussi partie de l'équipe infirmière. Et donc, c'est nos infirmiers circulants et pas volants, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais Sophie, je crois qu'elle est juste... elle était, oui, dans l'autre salle aujourd'hui. Elle est venue nous dire bonjour. Oui. Alors, j'ai une petite question. Est-ce qu'on a plus d'infirmières ou d'infirmiers? Nous, dans notre équipe, nous avons la chance d'avoir 2 garçons. Et nous sommes très contents de ça parce que ça change évidemment tout petit peu la dynamique, comme vous pouvez imaginer, dans une équipe où il n'y a que des filles. Mais sinon, je crois que oui, clairement, la majorité, ce sont des filles. Hein. Je n'ai pas de... C'est un métier qu'on a plutôt tendance à penser féminin, mais c'est évidemment ouvert aux hommes. Ah, bien sûr. Bienvenue. Je me faudrait un sleeve. Ben voilà, il y a aussi le professeur Rakik qui a rejoint la salle. Bonjour professeur. Il vient de quitter, mais il va aller se préparer et il va nous rejoindre. Oui. Non, on est toujours dans les préparatifs, donc comme vous pouvez voir, ce que vous pouvez voir, c'est peut-être, je ne sais pas si Donna vous a expliqué, donc c'est la machine qui est à gauche. Juste en face de Donna, c'est la machine de phacoémulsification et de vitrectomie. Donc c'est la machine que nous utilisons pour la chirurgie de la cataracte et de la vitrectomie. Ça, c'est l'instrument qui sert à faire la cataracte. Le vitrectome est beaucoup plus petit, il est ici. Et donc les instruments, je pense que vous avez déjà vu, les différents instruments, enfin, les boîtes d'instruments. Et donc le microscope. Et les commandes, vous avez des commandes. Nous avons des commandes au niveau du microscope, mais nous avons aussi des commandes au niveau des pieds. Nous avons une commande pour le microscope et une commande pour la machine qui est ici. Donc un pied pour chaque commande et une pédale pour le laser. Ça, c'est pour la vitrectomie, vous verrez tout à l'heure. Donc on a des commandes aux mains, on a des commandes aux pieds, et puis on travaille avec les mains au niveau oculaire, évidemment. Ça demande une grande coordination. Voilà, c'est ça. Et la machine, en plus de ça, émet des différents sons qui nous renseignent sur ce qu'elle fait et sur ce qu'on a enclenché, parce qu'on enclenche différents systèmes suivant l'étape de la chirurgie. Donc vous avez l'irrigation, puis l'irrigation-aspiration, puis l'irrigation-aspiration ultrason pour réduire en morceaux. Et chaque fois, les bruits sont différents au niveau de la machine. Donc vous pouvez repérer à quel stade vous êtes et c'est vous qui commandez ça au niveau de vos pieds. Donc vous avez une partie... Du coup, vous opérez assis? On opère assis. En ophtalmo, on opère assis.
Et donc, le patient est toujours couché comme ça pour quelle que soit la chirurgie, en tout cas les chirurgies intraoculaires, et le microscope descend. Il faut qu'on règle la hauteur en fonction de la table, en fonction de la position du chirurgien et l'œil du patient. Donc on va descendre. Et là, on est sur un patient qui est 100% anesthésié, en anesthésie générale? Oui, comme le précédent, mais ici obligatoire parce que c'est une chirurgie combinée, donc avec une vitrectomie qui, elle, va se réaliser à l'intérieur, donc partie antérieure de l'œil pour la chirurgie de la cataracte et puis partie postérieure de l'œil pour la chirurgie de vitrectomie, avec une chirurgie au niveau de la rétine. Et donc la rétine, c'est la pellicule photographique de votre œil. Donc si vous comparez l'œil à un appareil photo, vous avez deux lentilles. Donc vous avez la cornée, qui est cette bulle transparente que vous voyez quand vous regardez les gens de profil, qui n'est pas le blanc mais le centre. Et puis vous avez le cristallin qui devient la cataracte, qui est la deuxième lentille. Et puis derrière, vous avez la rétine. Et la rétine, c'est la pellicule photographique de votre œil. Donc quand vous opérez la cataracte, c'est comme si vous changiez l'objectif de votre appareil photo. Quand vous opérez au niveau de la rétine, vous travaillez au niveau de la pellicule photographique. Donc la pellicule photographique, c'est évident que si vous ne pouvez pas la griffer, vous devez la manipuler avec extrêmement de précaution. Comme la capsule, ce sont des structures excessivement fragiles, hein, donc c'est pour ça qu'on travaille. Comme la capsule du cristallin, elles peuvent facilement être rompues. Et donc ici, vous opérez à deux chirurgiens parce que ça fait appel à deux compétences différentes? Voilà, exactement. Moi, je fais essentiellement des chirurgies au niveau du segment antérieur et le professeur Akik fait essentiellement des chirurgies au niveau du segment postérieur, donc de la rétine. Vitré, rétine. Le vitré, c'est le gel qui occupe l'espace entre votre cristallin et votre rétine. Donc la rétine, elle tapisse tout l'intérieur de l'œil, donc de la boule qu'est l'œil. Devant cette rétine, vous avez le gel qui s'appelle le vitré, qui va enlever pendant sa chirurgie. Et devant ce vitré, vous avez le cristallin, donc la cataracte. Et puis si vous remontez, vous avez l'iris, qui dans la chirurgie est toujours dilaté, donc vous ne le voyez pas beaucoup, vous voyez un anneau. Et puis vous remontez encore, vous avez du liquide. Et enfin, vous avez la cornée transparente. Donc, c'est les différentes structures. Là, j'ai fait de bas en haut, donc comme ça, de bas en haut. Mais vous pouvez les imaginer dans l'autre sens. Donc, cornée, iris, cristallin, cataracte qui est opaque, vitré, rétine dans le fond de l'œil, nerf optique qui va vers le cerveau. Le blanc de l'œil s'appelle la conjonctive et elle recouvre la sclère. C'est vraiment l'enveloppe extérieure de l'œil. Donc, ça, on ne l'utilise que pour... Dans le cas de la vitrectomie, on va passer par le blanc de l'œil. Dans le cas de la cataracte, on passe à la limite entre le blanc de l'œil et la cornée. Ok, donc maintenant, on va se positionner, on va diminuer les lumières, descendre la position de la table. Voilà. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, une cataracte, c'est une intervention qui est assez brève. Et donc ici, vu qu'on a deux interventions en une, ça veut dire que ça a duré combien de temps? La chirurgie du vitré est un peu plus longue. Hein. La chirurgie de la rétine, vitrectomie, est un peu plus longue. On va dire, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure. Maintenant, la chirurgie de la cataracte que vous avez vue, c'est une chirurgie classique. Donc la chirurgie, quand elle devient compliquée sur des yeux qui ont eu des traumatismes, sur des yeux qui ont eu de l'inflammation, sur des chirurgies chez des enfants, c'est des chirurgies qui durent plus longtemps. Donc toute chirurgie aussi de reprise, donc quand le patient a déjà été opéré une première fois et qu'on doit faire une deuxième chirurgie, seront des chirurgies qui vont durer plus longtemps. Donc la chirurgie que vous avez vue est une chirurgie classique, entre guillemets, qui, oui, va assez vite alors. Quand on est en routine, ça va assez régulièrement, assez vite. Et donc ici, vu qu'on est sur une double pathologie, est-ce que ça veut dire que le patient va rester plus longtemps à l'hôpital? Thomas? Oui, excusez-moi. Le patient va dormir une nuit. Puisque c'est une anesthésie générale et vu l'heure, etc., il va dormir une nuit et on fera le contrôle demain. Il va dormir cette nuit. Donc, il va se réveiller, aller au réveil comme toute chirurgie sous anesthésie générale, puis il ira dans sa chambre cette nuit.
On a mis l'ISO? Ah, voilà. Donc, on fait une désinfection d'abord, on n'a pas vu, donc on met de l'isobétadine pour désinfecter. C'est la première étape, il faut la laisser poser. Donc, c'est un liquide jaune, vous avez certainement tous déjà vu. Il faut la laisser poser à peu près 2 minutes. Le but, c'est de faire une désinfection pour éviter une endophtalmie, puisqu'on sait que l'endophtalmie, c'est-à-dire l'infection de l'œil, vient en général des germes du patient, donc des germes que l'on a tous sur la conjonctive, donc sur le blanc de votre œil, on a tous des germes. Si ces germes-là entrent dans l'œil, ils peuvent créer une infection intraoculaire qui est gravissime, quoi. Et maintenant, on commence, donc on a 2 petites incisions qui font à peu près 1 millimètre ou moins d'1 millimètre, qui sont les incisions qu'on appelle side port ou incision de service, si vous préférez. Ah, je n'ai pas fermé. Quand vous ouvrez l'œil, le liquide qui est à l'intérieur a tendance à sortir, donc il faut compenser cette sortie en rajoutant de l'acide hyaluronique. C'est ce que vous voyez entrer, tous les petits serpentins, c'est de l'acide hyaluronique qui va maintenir le volume. Et là, on va faire l'incision principale, donc celle qui nous permettra de travailler vraiment. Donc 2 mm.2. Donc ici, l'incision, vous ne pouvez pas la faire n'importe comment. Vous devez quand même assurer une certaine structure pour qu'après, elle se ferme, parce que vous avez peut-être remarqué qu'on ne met pas de suture. Donc c'est le design de l'incision et la pression intraoculaire qui vont assurer la fermeture. Si elle ne se ferme pas bien, il faut mettre un point, parce qu'autrement, vous aurez une fuite de liquide et une mauvaise... Et l'œil va, entre guillemets, s'aplatir, donc il va perdre sa forme. Donc il faudra reprendre le patient en salle d'opération. Donc il faut toujours que l'incision soit étanche à la fin de l'intervention. Donc ici, on refait pareil. On ouvre la capsule antérieure du cristallin. On fait de nouveau une ouverture circulaire. Et dans ce cas-ci, puisqu'on met un implant un peu particulier de nouveau, qui n'a rien à voir avec le précédent, je vous montrerai, on doit réaliser une ouverture qui fait à peu près 5 mm de diamètre. Donc, on a des projections, je ne sais pas si vous les voyez. Oui. On a des projections vertes qui nous donnent un point de référence. Donc, on ne doit pas les suivre nécessairement à la trace, mais ça nous donne une base de travail pour atteindre les 5 mm. Et pourquoi on fait ça de manière circulaire? De manière circulaire. En fait, le but, si vous voulez, c'est que la capsule, si vous l'ouvrez en ligne, je vais vous expliquer après, attendez. Donc, si vous faites une ouverture où il y a ce qu'on appelle des refends, où il y a des lignes qui s'en vont comme ça, les lignes vont partir non seulement devant, mais elles vont partir derrière aussi. Donc, vous allez avoir ce sac qui entoure le cristallin qui va être perforé devant, mais aussi derrière. Et donc, le contenu du cristallin peut tomber derrière et ne plus être possible. L'opération de la cataracte par voie antérieure ne sera plus possible. Il faudra appeler votre collègue du segment postérieur pour qu'il aille nettoyer le cristallin dans le vitré. Donc, c'est une des complications de la chirurgie de la cataracte. Donc, si vous avez une ouverture de la capsule postérieure. Et si votre ouverture antérieure n'est pas régulière et bien solide, c'est ça le but, c'est qu'elle soit vraiment solide, que sous l'effet de la pression, elle ne s'ouvre pas, vous avez ce risque-là. Donc en fait, si vous faites une ouverture comme ça, par exemple, en forme de ligne, eh bien la ligne va continuer là et elle va continuer là. Elle va continuer vers l'extrémité, vers l'équateur du cristallin et elle va se prolonger derrière. Et donc quand je vais faire, par exemple, l'injection comme je vais la faire maintenant, attendez, quand j'aurai l'instrument nécessaire, je vais la faire. Merci. Donc, quand je fais l'ouverture ici, j'injecte quand même du liquide, donc une certaine pression. Si vous faites ça sur une ouverture antérieure qui n'est pas bien régulière, eh bien, votre ouverture va se prolonger derrière. Et au pire, elle se prolonge derrière et le noyau tombe dans le vitré. Et donc, vous ne pouvez plus continuer votre chirurgie. Vous devez appeler votre collègue, le professeur Akik, par exemple, pour qu'il vienne faire la chirurgie à votre place et nettoyer la cataracte qui n'est plus à la bonne place. Ça implique aussi des problèmes pour la mise en place de l'implant. Si tout est déchiré, on ne sait plus mettre l'implant à sa place dans le sac du cristallin. On ne sait plus le mettre là où on le met habituellement et on doit l'attacher à l'iris alors. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière de procéder? Pour la technique opératoire? Oui.
Ben, écoutez, à l'heure actuelle, c'est quand même... Bon, avant, il y avait d'autres techniques. Il y avait des techniques où on enlevait tout le cristallin avec un système, on l'appelait cryode, donc du froid. On retirait, on faisait des très grandes ouvertures. Je veux bien l'autre chopper aussi. Et on retirait tout le cristallin capsule y compris. On attachait justement l'implant à l'iris, mais ça, moi, je n'ai pas connu personnellement. Il y a eu des techniques où on expulsait le noyau, mais de nouveau par des très grosses incision et sans phaco. Donc, ce qui a changé vraiment la chirurgie de la cataracte, c'est l'apparition de la phacoémulsification, donc de l'instrument que j'ai dans ma main droite, qui a permis de travailler avec des toutes petites incisions. Et après ça, les techniques, comment est-ce qu'on fait des petits morceaux, ça, il y a quelques variantes, mais en gros, c'est la même chose. Le but, c'est de faire des morceaux et puis de les faire de plus en plus petits grâce aux ultrasons et de les aspirer dans l'instrument que j'ai dans ma main, le plus gros des deux instruments, quoi. C'est lui qui aspire, comme vous pouvez le voir. Donc le fait d'avoir des petites incisions, ça diminue quand même le risque infectieux d'une part, mais d'autre part, ça permet aussi d'avoir une récupération beaucoup plus rapide. Avec des grosses incisions, ça prend un très long temps de cicatrisation, avec des déformations de l'œil. Maintenant, avec ces petites incisions, on a des récupérations beaucoup plus rapides. On peut utiliser des implants, comme vous avez vu tout à l'heure, parce qu'avec des grandes incisions, ce n'est pas possible. Et on peut se rapprocher d'une vision sans lunettes de loin, ce qui n'était pas possible à l'époque. Donc là, de nouveau, le noyau est parti. Et de nouveau, on va enlever les parties collantes sur la capsule. Donc ici, il n'y a plus d'ultrasons. Il y a juste un aspirateur dans une main, un irrigateur dans l'autre main. Et vous voyez, ça se décolle au fur et à mesure. Donc c'est moi qui commande le moment où l'appareil aspire. C'est pas lui tout seul qui décide quand il aspire. Là, il aspire. Et là, j'arrête l'aspiration. C'est vos pieds? C'est aux pieds, ça, oui. Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez décider de la pression d'aspiration? Oui, hein, il faut régler tous les paramètres. C'est une très bonne question. Il faut régler tous les paramètres de la machine, en effet. Donc, en fonction du chirurgien, des incisions, de la technique opératoire, en fonction de l'œil aussi. On va changer la pression d'infusion, donc la quantité de liquide qui rentre dans l'œil, mais aussi la force d'aspiration. Donc, ça, c'est un travail qui doit être fait par chirurgien, avec en général les représentants de la machine. Et si vous avez, suivant la machine, ce n'est pas les mêmes paramètres. Donc, c'est chaque fois un réglage qui est relativement précis et qui conditionne fort la chirurgie. Donc on va regarder s'il ne reste pas quelques petites structures à enlever, mais en gros là on a fini de nettoyer le cristallin, sauf que j'ai encore peut-être quelque chose que je voudrais bien enlever. Je vais bien encore les y à 2 secondes. Là. OK. Donc, maintenant, je vous montre. Ça, j'ai pas besoin. Je veux bien le Elon. Donc, vous avez le reste. Attendez. Ça, c'est le gel de nouveau. Donc, je vais mettre un peu de gel pour garder le volume de l'œil. Ce qui reste, donc, vous avez la cornée. Ça, elle est ouverte ici. Vous avez l'iris qui est là. Vous avez la capsule antérieure qui est ici. Ce qui reste, parce qu'ici, il n'y en a plus, c'est le trou que j'ai enlevé. Mais par contre, derrière... ce que je touche, attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ceci, ça c'est la capsule postérieure qui est complète, elle, pour l'instant. Ce que vous voyez bouger derrière, je ne sais pas si vous voyez les petits fils qui bougent. Je ne sais pas si vous voyez. Légèrement. Oui. Attendez, je vais essayer de vous mettre au point. Voilà, là je voyais comme une petite toile d'araignée derrière. Ça, c'est le vitré, en fait. Mais c'est peut-être difficile à voir. Vous le verrez mieux avec le professeur Akik, mais je le fais bouger, là. Là, on voit. Oui, ça, c'est dans le vitré. Ça, c'est là où on ne veut pas aller quand on fait la chirurgie de la cataracte. Mais c'est ce que le professeur Akik va enlever tout à l'heure. Donc là, je remets du volume dans l'œil. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle le rexis postérieur, donc une ouverture de la capsule postérieure. Est-ce qu'on aurait pu faire les chirurgies dans l'autre sens?
Commencer par le cristallin, commencer Oui. par la vitrectomie avant de faire la cataracte, c'est ça que vous voulez dire? Oui. On peut le faire, mais ça a deux inconvénients. C'est qu'en général, avec l'implant qu'on va mettre, le chirurgien a plus de liberté. Je veux dire, il n'a pas de risque de toucher le cristallin. Il a plus de liberté de mouvement et il peut faire une vitrectomie plus complète. Et d'autre part, il a une meilleure visibilité. Et pour moi, si je dois faire la cataracte après, ce qui est parfois le cas, je n'ai plus de soutien derrière. Donc je travaille avec pas de contre-pression à l'arrière. Donc c'est différent, quoi. C'est pas plus facile, c'est même un peu plus difficile, on va dire. Donc on peut le faire quand c'est obligatoire, mais ça n'aide personne. Donc ça, c'est la capsule postérieure. On fait la même ouverture, la même taille plus ou moins. Elle est plus fine que l'antérieure. L'ouverture peut être un tout petit peu plus grande, un tout petit peu plus petite, ce n'est pas grave, mais elle doit rester dans l'ordre d'idées. Professeur, je me permets juste de répondre à une personne qui est dans... Parce que, évidemment, nous avons un public. Alors oui, il s'agit bien d'une intervention de la cataracte, madame. Ah ben, écoutez... Ah non, non, non. Alors, c'est l'une de vos patientes, en fait, avec laquelle je suis en train de discuter, parce que vous l'avez opérée lundi. Et alors, elle est en train de se dire que c'était peut-être son œil. Alors non, parce que c'était en direct, madame. Et donc, on vous a vu au moment où vous avez été opérée. Je veux bien un peu de Hélène Donna, s'il te plaît. C'est effectivement le professeur qui vous a opéré qui est toujours en train d'opérer, mais quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est aussi ça le Festival Image de Santé, c'est quand on est au plein cœur de la Verrière, on discute aussi avec les gens qui passent. C'est très bien. Il va me falloir un ciseau. Oui, je veux bien un petit ciseau. Un ciseau hélium. Oui. On va agrandir un tout petit peu parce que c'est un petit peu petit. On va agrandir un tout petit peu. On va aller par l'autre côté. Je veux bien que tu mettes un peu d'eau sur la cornée, s'il te plaît. Ok, on va remettre un petit peu de Hilon. On va voir comment ça se positionne. Et vous mouillez régulièrement l'œil tout le long de l'intervention? Donc il faut hydrater tout le temps, parce que si vous n'hydratez pas, l'œil se dessèche. Donc ça va faire une ulcération après. Et en plus de ça, donc ce sera douloureux et désagréable pour la patiente. Mais en plus de ça, nous, pendant l'intervention, on ne verra pas suffisamment que pour continuer l'opération. Ok. Donc, je crois non, pas besoin. Je crois que ça c'est bien mis comme ça. On va... Oui. Ok. Donc je vous montre ici, c'est un autre type d'implant. Donc le voilà. Donc il n'a pas de petite haptique ou de petite patte comme tout à l'heure. Je vais vous le montrer dans l'injecteur, ce sera plus facile pour vous de voir. Donc c'est un implant qui a les haptiques ou les petites pattes comme sont ici. Le but c'est de mettre les capsules, donc les deux restes de capsules, entre ça et la partie en dessous. Donc les capsules vont se retrouver un peu comme, vous pouvez comparer ça à un pneu et des jantes. Les capsules vont se mettre entre les deux ici, contre l'optique. L'optique, c'est la partie ronde, c'est la partie qui sert à voir, comme on a dit tout à l'heure. Donc on va le mettre de nouveau dans un cartridge, on va de nouveau l'enrouler. Ce n'est pas tout à fait facile à voir, à comprendre en tout cas comment ça fonctionne, mais c'est vraiment comme un pneu et une jante de voiture, quoi. Donc vous devez imaginer qu'on met les capsules et que l'optique reste au milieu et les haptiques sont de part et d'autre. Donc vraiment comme un pneu et une jante de voiture.
Donc le voilà dans la cartridge, il est ici. Je le fais avancer, il avance tout doucement. Et donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est sur une intervention de la cataracte et là, vous allez poser l'implant. On a déjà exactement 2,65. On va agrandir un tout petit peu l'incision dans ce cas-ci. Et on va injecter de nouveau cet implant. Voilà. Et donc, l'implant est roulé sur lui-même et donc le but du jeu, après, c'est de le dérouler correctement, c'est bien ça? Oui, en fait, il va se dérouler lui-même. Hein, il va sortir, vous allez voir. Voilà. Donc, il est en train d'avancer dans la cartridge. Il est en train de sortir, là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà, il sort de la cartridge, il se déplie lui-même. Donc, il y en a qui se déplient plus ou moins vite. Hein. Lundi, on en avait eu un qui se dépliait très lentement. Ici, il se déplie plutôt vite, celui-ci. Donc, là, il est vraiment dans la chambre antérieure. Donc, il est à la limite au niveau de l'iris. Mais nous, on veut qu'il aille derrière. On veut qu'il aille se fixer sur les capsules. Et là, on est en train d'embrocher les capsules dessus, si vous voulez. Les capsules sont là. Ça, c'est vraiment très difficile à voir. Même pour nous, quand on commence, c'est difficile de voir exactement ce qui se passe avec cet implant. Mais en gros, il est en train de se clipser sur les capsules. OK, on va mettre une suture dans ce cas-ci. Voilà. Comme ça, il est bien positionné, les deux capsules. C'est un peu difficile à voir. C'est un peu du chinois, je vais dire ce que j'ai fait. Mais en fait, maintenant, vous ne devez plus voir du tout de capsule. Vous devez voir juste l'optique qui est ici et les haptiques qui sont là. Et l'implant, vous voyez qu'il ne bouge plus. Donc, il est bien fixé. Il est bien à sa place au centre. Donc, la zone qui sert à voir est bien ici au milieu. Et donc, ici, on va fermer. Pourquoi? Parce que l'incision est un tout petit peu plus grande que classique avec ce type d'implant. Et aussi parce qu'en positionnant les différents trocars, donc les différentes voies d'entrée pour la vitrectomie, mais on exerce une certaine pression et il faut que le volume et le tonus de l'œil restent constants. Donc on va assurer ça par un point. Donc ça, c'est des points, vous voyez que c'est fort fin, hein. Ce sont des nylons, ce qu'on appelle 10-0, donc c'est plus fin que de l'ordre de vos cheveux, voire plus fin. Et voilà. Donc on va couper le fil. Oui, parfait. OK. Et on va faire le nœud. Et puis après, je vais passer la place au professeur Aki qui va vous mettre 3 voies d'entrée. Donc une ici qui va servir d'infusion et 2 ici qui vont servir de voie de travail. Il va vous expliquer tout ça. Mais c'est ces petits trocars, c'est des petites pastilles bleues que l'on introduit pour avoir accès à la partie derrière la lentille que je viens de mettre, quoi. Voilà, l'incision est suturée. On va rentrer le point pour qu'il ne gêne pas le patient. On va le couper à ras de la cornée. Je pense que vous avez vu des interventions de cornée les autres jours. Et donc le but, c'est que tout disparaisse pour qu'il n'y ait pas une gêne comme un corps étranger. Voilà. Et donc le professeur Aki va mettre ici un trocar, plus ou moins à une certaine distance. Ça, ce sera l'infusion. Donc il va mettre une voie d'abord. Il va mettre un petit tuyau qui assurera l'arrivée de l'eau. Donc c'est la même chose que pour nous. Il faut tout le temps remplir l'œil. Il y aura un autre trocar ici et un autre trocar dans cette zone-là. Et ça, ce seront les voies de travail. Il va mettre aussi 2 petites lumières ici, parce que lui, il va travailler avec ces petites lumières qui seront des lumières directement intraoculaires. Et puis, il fera passer l'instrument que vous voyez
que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, ici. Donc, il y a un instrument sur le microscope qui va faire passer devant l'œil du patient avec des loupes qui sont ici et qui vont lui permettre de voir à l'intérieur. Vous allez voir ça, ce sera plus parlant quand il va le faire avec vous. Donc, moi, je vous dis au revoir. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces explications et pour le temps que vous nous avez consacré. Mais bonne fin de journée à tous.